du CDF. Alors peut-être pour faciliter les discussions qui auront lieu tout au cours de l'Assemblée générale, je vous inviterai à vous rapprocher, à vous avancer. Ça va être beaucoup plus facile pour nous de gérer les discussions et ça va être plus agréable. On va se sentir en famille. Alors, voulez-vous, s'il vous plaît, vous approcher un peu plus de nous? Et peut-être venir plus vers le centre pour pas qu'on oublie des gens sur le côté. Ce serait fort agréable. Merci. C'est difficile à faire bouger. Il aurait fallu fermer les sections. Il fallait fermer les sections. C'est pas grave. OK, ben commence. Je vous laisse encore quelques minutes pour vous installer. Ça va? Alors, mesdames et messieurs, bonjour. Je me présente. Je suis Hélène Salette. Je suis la secrétaire générale du Secrétariat international des infirmières et infirmiers de l'espace francophone, le CDF. Alors, je vous souhaite la plus cordiale des bienvenues à notre Assemblée générale 2015. Alors, conformément à notre ordre du jour, avant de rentrer dans le vif du sujet, permettez-moi de vous présenter le conseil d'administration du CDF. Alors, assise à la table, Madame Ghislaine Desrosiers, infirmière, consultante et conférencière, représentante du membre fondateur Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, présidente du CDF. Alors, peut-être pour sauver un peu de temps, on va garder les applaudissements pour la fin. Vous allez voir, il y en a plusieurs à applaudir d'un coup. Vice-président, M. Jacques Chapuis, directeur, Institut et Haute École de la Santé, La Source de Lausanne, en Suisse, membre fondateur. Madame Josée Breton, trésorière, conseillère senior en organisation des soins et du travail, direction des soins infirmiers, centre hospitalier de l'Université de Montréal, Canada, et représentante du membre fondateur Ordre des infirmières et infirmiers du Québec. Madame Odette Roy, vice-présidente, adjointe à la directrice des soins infirmiers et de la prestation sécuritaire des soins et des services, responsable et chercheur au Centre d'excellence en soins infirmiers du Centre intégré universitaire voyons, je ne suis plus capable de le dire, Centre intégré universitaire des services, santé... Salut. En le CIUS de l'Est de l'île de Montréal, membre promoteur. Administratrice, Ruth Akatcherian, doyen honoraire, Faculté des sciences infirmières de l'Université Saint-Joseph-Liban, membre institutionnel. Monsieur Didier Borniche, administrateur, président de l'Ordre national des infirmiers France, membre associatif. Joanne Gagnon, administratrice, professeure titulaire, Faculté des sciences infirmières de l'Université Laval au Canada, membre individuel. Monsieur Miguel Lardenois, chef de cellule Stratégie des professions de santé, Service public fédéral, Santé publique, représentant de l'Association belge des praticiens de l'art infirmier de la Belgique. Joanne Lessard, responsable du Centre de coordination des services régionaux, Direction de santé publique de Montréal, secrétaire du comité exécutif Réseau francophone international pour la promotion de la santé, membre associatif. Madame Clarence Lousli, responsable de la coopération internationale, Institut national médico-sanitaire du Bénin, membre individuel. Monsieur Jean-Yves Masquelier, cadre supérieur de pôle, Centre hospitalier Sainte-Anne de Paris, Fondation Pierre Deniker pour la recherche et la prévention en santé mentale, membre associatif. France. Monsieur Dedamani Sanwogu, président du réseau des enseignants des écoles d'infirmiers et de sages-femmes de l'Afrique de l'Ouest francophone du Sénégal, membre associatif. Clémence Dallaire, doyenne, Faculté des sciences infirmières de l'Université Laval du Canada, membre promoteur. Madame Sylvie Dubois, directrice des soins infirmiers et des regroupements clientèle du Centre hospitalier de l'Université de Montréal, professeure associée à la Faculté des sciences infirmières de l'Université de Montréal, membre promoteur.
Lynn Landry, directrice des soins infirmiers, Hôpital Sainte-Anne pour anciens combattants du Canada, membre promoteur. Madame Mélanie Lavoie-Tremblay, professeure agrégée, École des sciences infirmières Ingram de l'Université McGill, membre promoteur. Je crois que Madame McVie est absente. Alors, Lynn McVie, présidente directrice générale adjointe du Centre intégré universitaire des services de santé, j'arrive pas à le dire, mon Dieu, de l'ouest de l'île de Montréal, membre promoteur. Oups, pardon. Et Mme Nathalie Scouze, directrice de la qualité des soins et des services et directrice des soins infirmiers au CSS, Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke, membre promoteur. Mesdames et messieurs, votre conseil d'administration 2015. Merci. Je cède la parole à Mme Ghislaine Desrosiers, présidente, pour le mot d'ouverture. Merci, Hélène. Alors, vous avez tous en main le projet d'ordre du jour pour la journée. Alors, au nom du conseil d'administration, je vous souhaite la bienvenue. Vous avez remarqué qu'il y avait les membres du conseil d'administration qui sont des élus. Il y a 2 membres qui sont cooptés et quelques autres personnes qui vous ont été présentées qui sont des membres invités au conseil d'administration, qui ne sont pas nécessairement des membres votants du conseil, mais compte tenu de leur statut de membre promoteur, ils travaillent très fort à assurer la pérennité du CDIF. On les invite pour nous aider dans toute la réflexion stratégique d'avenir du CDIF. Alors, quelques mots d'introduction. D'abord, on voit bien qu'une assemblée générale où on doit rendre des comptes, donc vous dire qu'est-ce qu'on a fait dans la dernière année, je dirais même les 3 dernières années, parce que maintenant, c'est une assemblée générale. En vertu de nos statuts, à tous les 3 ans, on fait coïncider avec le congrès triennal une assemblée générale des membres au cours de laquelle on peut se projeter pour les 3 prochaines années. Donc, c'est l'aboutissement de dossiers plus stratégiques et on se donne la peine en assemblée générale également d'avoir un peu de prospective pour la suite des choses. Donc, et entre-temps, les années subséquentes, ce sont des assemblées annuelles où, évidemment, on a peut-être on a moins l'occasion d'avoir des membres de autant de pays parce que l'assemblée annuelle se fait il n'y a pas de convocation. On convoque, mais vous comprenez que tout le monde ne peut pas se déplacer à tous les ans pour suivre les activités. Donc, je voudrais non seulement vous souhaiter la bienvenue, mais que vous profitiez de l'occasion au cours de l'Assemblée présente pour nous faire part de vos réflexions quant aux activités que nous menons au CDIF. Et l'autre aspect, c'est que vous allez voir que vous avez tous en main le rapport annuel et certaines activités vont faire l'objet d'un survol pour qu'il reste davantage de temps dans la deuxième partie de l'Assemblée générale pour établir un dialogue ou un échange d'idées. D'accord? Alors, merci d'être là et nous allons commencer l'Assemblée d'affaires proprement dite. Merci. Pardon. Merci, Madame Desrosiers. Donc, avant de commencer le vif du sujet, quelques rappels. Vous avez dans vos pochettes de participants les règles de délibération. Donc, je ne vous en ferai pas une lecture intégrale, mais vous rappelez les principaux points. Alors, le point 2, les membres en règle, ainsi que tout autre participant à l'Assemblée, qu'on appelle nos observateurs, ont droit de parole au moment prévu à cet effet à l'ordre du jour. Lorsqu'une personne désire exercer ce droit de parole, elle doit s'identifier avant son intervention. Un autre rappel, tout membre en règle peut, au moment opportun, soumettre à l'Assemblée une proposition en autant qu'elle soit appuyée par un autre membre en règle. C'est ce qu'on appelle un proposeur et un secondeur. Il appartient au président de l'Assemblée de juger de la recevabilité de la proposition. Et finalement, toujours pour rappel, seuls les membres en règle ont droit de vote. Donc, seuls les membres en règle du CDIF ont un carton de vote si un vote était nécessaire, lequel est exercé au moyen d'un carton approprié. Les membres fondateurs détiennent 10 votes et les membres promoteurs détiennent 6 votes, conformément au contenu du règlement. Ça va pour les règles de délibération? Maintenant, s'il y avait un vote et qu'un comptage était demandé pour les votes, nous avons des scrutateurs. C'est avec plaisir que je vous les présente. Alors, peut-être vous levez à l'appel de votre nom et gardez vos applaudissements pour la fin. Madame Tiffaine Guernion, cadre supérieur de santé, Centre hospitalier de santé Sainte-Anne à Paris, en France.
Madame Delphine Aulotte, infirmière, vice-présidente, Association belge des praticiens de l'art infirmier de la Belgique. Suzanne Michaud, gestionnaire régionale des soins infirmiers, Direction générale de la santé des Premières Nations et des Inuits, Santé Canada. Madame Joëlle Narchi-Séoud, chef du département de formation de base, maître de conférences, Faculté des sciences infirmières de l'Université Saint-Joseph de Beyrouth au Liban. Et Madame Linda Ward, consultante en soins infirmiers au Canada. Merci. Alors, vous avez dans votre pochette une proposition d'ordre du jour. J'appellerai donc, est-ce qu'il y a des points à ajouter, des commentaires, des modifications à l'ordre du jour? Donc, je comprends que l'ordre du jour qui vous est proposé convient. Alors, j'aurais besoin, c'est une formalité, d'un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour. Madame Jacinthe Pepin. Et un secondaire, là, je vais aller, alors, Monsieur François-Régis Fréchette, est-ce qu'on demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Merci. Toujours dans les affaires courantes, encore un peu une procédure. Vous avez dans votre pochette le procès verbal de l'Assemblée annuelle du 29 avril 2014 qui s'est tenu à Paris, en France. Le procès verbal est disponible en version PDF sur le site du CIDIEF depuis avril 2015. Donc, nous n'en ferons pas une lecture ici intégrale. Alors, j'aimerais savoir si, pour ceux qui ont participé à cette assemblée, y a-t-il des commentaires, des corrections, des ajouts au procès verbal de l'Assemblée annuelle du 29 avril 2014? Alors, ça semble à convenir. J'aurais besoin également, pour l'adoption du procès verbal, qu'une personne qui a bien participé à cette assemblée en fasse la proposition. M. Miguel Lardenois, et c'est appuyé par Jean-Yves Masquelier. Merci. Alors, je vais céder la parole à Mme Josée Breton, trésorière, pour la présentation des états financiers du 1er janvier au 31 décembre 2014. Merci. Le bouton vert, OK. Donc, cette première diapositive, vous avez un petit peu l'état... Non, c'est beau, excusez, non, la logistique, on ne l'avait pas regardée. Donc, je vais vous présenter une portion des revenus. Donc, vous avez dans le tableau qui est devant vous, en fait, la ventilation des revenus qui viennent principalement de nos membres fondateurs, membres promoteurs, membres institutionnels et individuels pour un montant de 261 000 et 843 La première colonne, vous avez l'équivalent en euros, mais pour les l'audition, le comptable nous traduit les chiffres en dollars canadiens. Donc, vous avez qu'on a eu une ventilation, on a eu plus de membres qui ont cotisé, donc avec une augmentation d'à peu près 16 000 pour l'année 2014. Là, vous avez l'ensemble de nos revenus. En fait, on a 4 postes qui nous permettent d'avoir des revenus au CIDIEF, donc les cotisations des membres pour 261 843 Les services et activités, en fait, ce sont par exemple, dans ce montant de 82 000 il y a des revenus, mais aussi la journée d'études qu'on a tenue à l'hôpital Sainte-Anne l'an passé a été une source de revenus. Ensuite, au niveau des dons et intérêts, bien, en fait, c'est un montant marginal et principalement, on a au niveau des services et activités, le 82 000, il y a une part importante qui nous provient de Sanofi pour un montant de 60 000 Donc, l'ensemble de nos revenus pour l'année 2014 ont été de 347 937 ce qui représente une augmentation globale d'à peu près 35 000 par rapport à l'année 2013. Maintenant, vous avez le tableau des dépenses. Là, en fait, vous avez les résultats détaillés dans le rapport annuel. Mais si je fais une ventilation au niveau des services aux membres, en fait, c'est 67 000 et 312 qui ont été dépensés. Mais en fait, dans ce volet-là, les projets spéciaux dont on va vous parler ont contribué à peu près pour 50 000 dans la dépense globale.
Ensuite, au niveau ressources humaines et administration, c'est nos employés qui travaillent pour le CIDIEF. Donc, c'est 4 employés qui travaillent à temps plein pour l'organisation. Et en plus, au niveau des dépenses de fonctionnement, c'est le fonctionnement là, des papiers, des choses, donc fonctionnement habituel d'un bureau qu'on doit organiser. Et certains, les états financiers ont généré un déficit global de 108 000 à peu près, mais ce déficit-là, il était planifié dans notre planification budgétaire et il est un peu moindre de ce qu'on avait prévu, anticipé. Donc, la situation financière est quand même encore assez bonne. Les états financiers ont été audités et l'auditeur, vous avez le rapport de l'auditeur indépendant qui nous donne son opinion, qui ne met pas aucune réserve, comme quoi les états financiers sont fidèles à notre situation financière. Donc, est-ce qu'il y a des personnes qui ont eu l'occasion de regarder le rapport annuel qui auraient des questions sur le rapport financier? Non? Bon. Donc, dernière formation. Oui, je voulais juste rappeler peut-être à celles et ceux qui ne sont pas au courant que ce déficit qui peut faire peut-être un petit peu frémir est parfaitement planifié, c'est-à-dire que nous organisons aux 3 ans un congrès, nous avons des rentrées exceptionnelles tous les 3 ans et le CIDIEF peut faire son travail grâce à ces rentrées exceptionnelles. Donc Mme Breton qui nous présente un résultat négatif est parfaitement planifié, parfaitement dans la cible. Merci, M. Chappuis. Dernière chose, c'est une formalité. En fait, selon les règlements du CIDIEF, l'Assemblée générale doit effectuer la nomination de la firme d'auditeur externe qui fait l'analyse des états financiers. Donc, le conseil d'administration vous recommande de reconduire la firme Lafond-Laprate Incorporée, Société de comptables professionnels et agréés. Ça me prendrait un proposeur et un appuyeur pour cette proposition. J'ai Mme Ginette Bernier puis Mme Rue Katsocherian. Donc, je vous remercie. Je vais... Madame Salette. Oui, j'ai demandé. Merci, Madame Breton, pour la présentation des états financiers. Alors, on arrive au numéro 3.4 de l'ordre du jour, le rapport annuel 2014. Alors, ce ne sera pas une présentation intégrale des activités du rapport annuel inscrites dans le rapport annuel du CIDIEF. C'est seulement un... Là, je m'excuse, j'étais supposée avoir une petite animation. Je suis comme un peu surprise. Là, je cherche mon équipe. Bon, mais en tout cas, on va faire avec. J'étais supposée d'être tout animée pour vous stimuler avec mon rapport annuel. Bon, alors, allons-y. Outre l'organisation du Congrès mondial qui a pris quand même beaucoup de temps dans l'année 2014, rappelons que le CIDIEF a quand même procédé à la refonte du site Web, au déménagement de son siège social dans le nouvel édifice de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, la Maison des infirmières et infirmiers. Il y a eu un parrainage par le CIDIEF de 2 séminaires de recherche qui se sont tenus au Maroc et au Cameroun, sous l'initiative du professeur Joanne Gagnon de la Faculté des sciences infirmières de l'Université Laval. Il y a aussi la collaboration à la rédaction d'une rubrique de soins infirmiers dans la revue en ligne Développement et Santé, une revue complètement dédiée à la pratique clinique sur le continent africain, et le maintien des collaborations au projet Connecting Nurses de Sanofi Monde. Nous aimerions quand même attirer votre attention sur le lancement des grandes conférences en ligne du CIDIEF qui a eu cours à l'automne 2014. Nous avons lancé 2 conférences à l'automne, soit celle de M. Fernando Cupertino, qui est du Brésil, sur le modèle brésilien, une stratégie centrée sur la santé familiale, ainsi que la consultation infirmière, une réponse à la douleur chronique, par nos collègues de la France, Jean-Michel Gauthier et Christine Beaumont. Alors, par les grandes conférences, le CIDIEF souhaitait un peu se concentrer sur son originalité, à savoir sa capacité à réunir des experts internationaux, tant infirmiers que de d'autres professions,
et de les rendre disponibles, si je peux dire ça comme ça, à l'ensemble de nos membres afin que vous ayez des contacts avec les experts internationaux et pouvoir poser des questions. Tout se passe en ligne. C'est donc des conférences via Internet. Vous pouvez participer aux conférences assis dans votre salon. Alors, ce qu'on souhaitait, c'était vraiment de vous donner un accès privilégié à des conférenciers qui abordent des thèmes d'intérêt pour la profession. Et ces grandes conférences donnent des unités de formation, des heures de formation continue qui sont reconnues par l'Institut de la Haute École de la Santé, La Source. Et tout se fait en ligne, un poste de conférence après avoir assisté à la conférence. Et nous avons aussi poursuivi nos grandes conférences l'hiver 2015 avec une conférence hors série qui est encore disponible sur YouTube, sur le site du CDF, qui était sur la crise d'Ebola. Ainsi, et nous avons également eu 3 autres conférences en ligne, une sur la cancérologie, donnée par Mme Dominique Tremblay du Québec, une autre sur la détection précoce de la maltraitance envers les personnes âgées par Mme Delphine Roulet-Schwab de la Suisse, et également le nouveau rôle infirmier et réinvention des modèles de soins de santé primaire par M. Damien Contentriopoulos de l'Université de Montréal. Alors, les grandes conférences le lancement était un projet pilote. On voulait s'assurer que la formule convenait, répondait aux besoins de nos membres. Et nous avons eu une réunion avec quelques représentants d'associations et d'institutions qui déjà nous ont donné d'autres commentaires, d'autres suggestions. Notamment, suite à ces échanges, le CDF va proposer un programme annuel des grandes conférences qui sera connu à l'avance et qui pourrait permettre aux individus, mais également à des institutions, des écoles, des universités ou des centres hospitaliers, de se prévaloir du programme complet annuel. De plus, le CDF prévoit mener un sondage à l'automne auprès de ses membres et des personnes qui suivent nos activités afin de mieux cibler des thèmes d'intérêt pour l'ensemble de la profession infirmière. Je vais maintenant passer la parole à M. Jacques Chappuis pour vous présenter je m'excuse, M. Chappuis, avant de vous céder la parole, je vous rappelle que la prochaine grande conférence qui est prévue, c'est celle de Mme Claire Zablit, infirmière, directrice du Centre universitaire de santé familiale et communautaire de l'Université Saint-Joseph à Beyrouth, au Liban, qui va nous proposer une conférence sur l'expertise infirmière en santé communautaire, une expérience d'un centre de santé universitaire. Donc, à inscrire à votre agenda et toute l'information est disponible sur le site web du CDF et vous avez l'adresse qui apparaît au bas de l'écran. Merci. Monsieur Chappuis. C'est à la fin. Vous pouvez vous relever, Monsieur Chappuis. Vous savez que deux faux départs, c'est éliminatoire, hein? Tu as qu'à le faire. Voilà, merci beaucoup. Très bien. Alors écoutez, ça va être très très court. Vous informer de ces séminaires européens qui sont placés sous la responsabilité, comme c'est indiqué ici, de la Haute École de la Santé et la Source, mais en fait, responsabilité qu'on s'entende bien. Il s'agit plutôt d'un rôle de moteur et cela s'appuie sur une collaboration internationale. Alors de quoi s'agit-il? Le principe, il est tout simple. Chaque année, une thématique, une question qui théoriquement est susceptible de facilement relier les milieux cliniques et les milieux de la formation. Cette thématique est organisée en 3 séminaires qui ont lieu, un en Suisse romande, francophone, un en France et un en Belgique. Chaque fois donc avec la même thématique, un certain nombre d'orateurs ou d'oratrices qui sont les mêmes et qui se déplacent, mais aussi un certain nombre d'orateurs et d'oratrices qui sont les régionaux de l'étape, qui sont ceux que l'organisateur local a voulu mettre en avant. C'est très intéressant parce que ça permet effectivement, autour d'une même thématique, d'échanger, de vérifier les prises de position de chacun, les différences, les similitudes, les avancements ou les retards que l'on a dans nos différents pays. Alors, en 2014, la thématique qui était l'intégration des savoirs scientifiques dans la formation et dans la pratique a vu ces 3 séminaires avoir un joli succès. Alors, ça peut paraître un peu bizarre puisque 56, 591 pour certains, 591 pour les autres, et puis 80. Voilà, ce qu'on peut dire, c'est que nos
collègues français. C'est passé à Limoges et nous ont fait l'honneur finalement d'organiser notre séminaire à l'intérieur, ou en tout cas accolé à un congrès qu'ils ont organisé dans le consortium entre les hôpitaux de Toulouse, de Limoges et de Bordeaux. Ce qui fait que les gens étaient là, les gens étaient motivés et nous avons eu 591 participants, ce qui est tout à fait extraordinaire. Voilà, donc en fait ces séminaires, est-ce qu'il y a une autre dia? Voilà. Merci. Ces séminaires continuent. En 2015, la thématique ne vous étonnera pas puisque c'est grosso modo les questions des maladies chroniques avec le point sur la formation, sur la recherche et sur ces notions de leadership clinique dans le domaine des soins infirmiers. En Suisse, il a déjà eu lieu. La source a confié cette organisation à l'Institut universitaire de formation et de recherche en soins, qui est dirigé par Madame Ramlet, mais qui jusqu'à il y a quelques jours était dirigé par le professeur Morin. Un certain nombre de personnes d'entre vous connaissent très bien Diane Morin. Et ils sont encore à réaliser. Donc je fais un petit moment de publicité ici en vous disant que pour celles et ceux qui ne sont pas trop éloignés de la France, eh bien, le 25 septembre au CHU des hôpitaux de Bordeaux aura lieu le second séminaire et le 19 novembre 2015, sous l'égide de l'association des praticiens, donc l'association belge, des praticiens de l'art infirmier. Miguel Lardenois est un membre du conseil et il est avec nous ici, c'est lui le président. Eh bien, sous cette égide-là s'organisera ce troisième séminaire européen. Voilà, nous sommes actuellement dans le bilan de ces séminaires. La question est de savoir, est-ce qu'on va continuer? Comment est-ce qu'on va continuer? Dans quel format faut-il continuer? Mais comme la discussion est prévue demain, on va en rester là. Merci, Monsieur Chapuis. Alors, le CIDIEF a également procédé cette année au lancement d'une publication intitulée « La discipline infirmière, une contribution décisive aux enjeux de santé ». Avant de céder la parole à l'auteur principal de cette publication, j'aimerais vous rappeler que les infirmières et les infirmiers qui sont membres de notre réseau mondial, qui étaient réunis à notre Assemblée générale à Genève en 2012, avaient demandé au CIDIEF de se pencher sur de proposer des orientations sur les concepts rassembleurs de la discipline en regard d'une trame des compétences à privilégier pour la formation universitaire, une filière universitaire de formation. Alors, c'est dans ce contexte-là que le CIDIEF a confié au Centre d'innovation en formation infirmière de l'Université de Montréal, le CIFI, le mandat de mener une étude qui permettait de dégager des composantes essentielles de la pratique infirmière aux différents paliers du cheminement de formation et de carrière, soit du premier, deuxième et troisième cycle de formation universitaire, et également un deuxième volet dans cette étude qui propose un cheminement où toutes les infirmières, les infirmiers se reconnaissent, et ce, même si la formation dans leur pays n'est pas encore offerte en filière disciplinaire universitaire dans leur région. Alors, pour répondre à ce mandat, nous avons confié le projet à Jacinthe Pépin et à son équipe du CIFI. Alors, je vais passer la parole à Jacinthe qui va venir vous présenter rapidement les grandes lignes de cette publication. Alors, merci. C'est vraiment un plaisir pour moi de vous présenter ce travail qui a été réalisé par des membres du Centre d'innovation en formation infirmière, mes collègues Caroline Larue, aussi deux doctorantes, mesdames Émilie Allard et Laurence A, et moi-même, bien sûr en collaboration avec les membres du CA, du CIDIEF et le bureau du CIDIEF. Donc, c'était une collaboration très étroite. C'est vraiment suite à la publication du mémoire sur la formation universitaire des infirmières et infirmiers, une réponse aux défis des systèmes de santé, que ces questions-là sont nées, comme vient de le dire Mme Salette, les questions concernant comment peut-on définir ce qu'est une formation universitaire, un premier cycle, un deuxième cycle, mais il y avait aussi la grande préoccupation de l'émergence de la discipline infirmière. Comment émerge la discipline? Eh bien, on a tourné un peu la question pour parler des facteurs qui soutiennent le développement de la discipline infirmière.
Et notre méthode a été de regarder de faire une recension d'écrits à partir d'écrits en français en majorité pour que vous puissiez y référer par la suite. Le deuxième volet, donc, et on a regroupé ces éléments-là selon les sphères du modèle écologique de développement. Et le deuxième volet, lui, sur les composantes de formation universitaire essentielles à la pratique infirmière, ce volet-là a aussi émergé d'écrits, mais par la suite a été validé par des personnes clés de la francophonie qui représentaient les divers continents. Dans un sens, je ne voudrais pas en dire plus, seulement vous souhaitez que ce volume puisse vous être utile dans vos travaux, qu'il puisse animer la discussion, des échanges sur le contenu et peut-être d'autres éléments que vous pourriez voir dans l'émergence ou le soutien de la discipline infirmière, et souhaiter de vous rencontrer pour en savoir davantage jeudi à 12h30, je crois dans la même salle que la présentation d'aujourd'hui concernant l'autre document, l'autre rapport. Et je ne sais pas s'il y a des questions à ce moment-ci. D'abord, je veux remercier la collaboration du CIFI. Le conseil d'administration avait entendu, comme disait Hélène Salette, l'Assemblée générale. Ça a été assez compliqué de positionner le mandat. Et je veux m'expliquer que le CIDIF, nous ne sommes pas un organisme qui vise à devenir un éditeur de documentation scientifique. Alors, mais ça donne que oui, c'est une documentation scientifique, mais il y avait un objectif politique qui était celui de faire un suivi sur un mémoire politique qui était l'importance de la formation universitaire en formation de base, mais surtout, dans plusieurs pays, il n'y a pas de filière disciplinaire. Donc, premier, deuxième, troisième cycle. Et la question qui avait été posée justement à l'Assemblée générale, c'est comment moduler les compétences en fonction justement de cette filière disciplinaire. En fait, les questions se posaient sous différents angles, mais évidemment, les membres que vous êtes ou ceux qui étaient présents à l'Assemblée générale de Genève peuvent poser la question en disant vous, au Canada, vous avez les 3 cycles, mais vous n'avez pas la formation universitaire obligatoire, c'est-à-dire au Québec. Par contre, vous avez chez nous, on vient de remonter à la licence. Il y a beaucoup de questions autour de la formation infirmière, mais il nous apparaissait intéressant de contribuer sous l'angle de positionner, oui, la discipline des sciences infirmières existe, quelle que soit l'opinion de certains États, et la contribution du CIFI à cet égard vise un objectif de vous soutenir dans l'argumentaire, dans j'oserais dire, les échanges que vous avez avec vos propres ministères d'éducation. Et pourquoi que c'est un peu restreint comme présentation, c'est que vous comprenez qu'on est en rapport annuel, donc on vous raconte ce qu'on a fait cette année, les mandats qu'on a confiés, mais on n'a pas le temps de les expliquer pendant 3 heures. Il restera à vous le procurer et éventuellement nous faire une rétroaction si vous jugez pour la suite des choses qu'on devrait travailler à d'autres questions, mais c'est toujours en lien avec un débat qui a lieu, pour ne pas dire un combat, à quelque part, au sein de la profession infirmière dans la francophonie. Merci. Ça me fera plaisir de répondre aux questions, effectivement, jeudi à midi. Merci. Merci, Jacinthe. Est-ce que... Oui. Alors, toujours dans la même lignée, et comme pour donner suite à ce que Mme Desrosiers mentionnait, alors comme vous le savez déjà, le CIDIF a fait du dossier de la qualité des soins et de la sécurité des patients sa priorité, une priorité triennale dans le cadre de sa planification et de ses orientations stratégiques 2013-2016. Alors, en vue de mettre en œuvre notre intérêt sur ce dossier-là, le CIDIF a souhaité constituer les bases factuelles nécessaires pour guider au sein de l'espace francophone des initiatives stratégiques de mesure et d'amélioration de la qualité en prenant compte de la contribution infirmière. Alors, suite à un appel d'offres international, le conseil d'administration a confié à un groupe de chercheurs interuniversitaires du Québec, qui était alors constitué dans le cadre du Centre Ferrazzi,
le mandat de concevoir et de mettre en œuvre une étude qui devait permettre de générer l'information et les connaissances nécessaires pour mieux circonscrire les indicateurs de qualité sensibles aux soins infirmiers. Et l'étude devait aussi contribuer à mieux comprendre la place qui était accordée à ces indicateurs dans certains pays, pas dans l'ensemble des pays de la francophonie, mais dans 7 pays de la francophonie ciblés. Alors, pour vous présenter succinctement ce rapport sur des indicateurs prioritaires pour évaluer la contribution infirmière et la qualité des soins, résultat d'une revue systématique, j'inviterai M. Carl Hardy-Dubois, qui était responsable de la coordination de l'équipe de chercheurs pour produire ce rapport. Merci. Tout d'abord, un immense merci au CIDIEF qui nous a donné l'opportunité de réaliser cette étude et de poser quelques éléments qui, on pense, sans prétention, peuvent être des jalons pour la suite des choses. Premièrement, laissez-moi rapidement, en quelques mots, vous expliquer le contexte dans lequel s'inscrit et réalisée cette étude. On s'accorde tous à reconnaître que les infirmières exercent des fonctions qui sont clés à tous les niveaux du système de soins. Pourtant, force est aussi de reconnaître que cette contribution reste souvent invisible, faute d'être mesurée. Et ça a des conséquences. Au niveau macro, les conséquences, c'est une faible attention qui est accordée aux soins infirmiers dans les prises de décision, que ce soit au niveau politique ou administratif. Et au niveau organisationnel, souvent, ce qui arrive, c'est que les gestionnaires, les praticiens, manquent d'éléments essentiels pour prendre des décisions éclairées. Autre conséquence, c'est de perpétuer des pratiques qui ne permettent pas d'utiliser le plein potentiel des infirmières, parce que ces pratiques-là, on ne mesure pas leurs conséquences. C'est en quelque sorte pour pallier à ce déficit de mesure, pour pallier à ces lacunes, que le CIDIEF a confié à une équipe de chercheurs alors associés au Centre Ferrazzi un mandat avec 2 objectifs bien spécifiques, comme Mme Salette vient d'expliquer. Premier objectif, identifier ces indicateurs qui mesurent de manière spécifique la contribution des infirmières à la qualité des soins. Donc, des indicateurs qu'on dit sensibles aux soins infirmiers. Et deuxième objectif, une fois qu'on aura identifié ces indicateurs, évaluer en quelque sorte la place occupée par ces indicateurs dans les systèmes existants de mesure de la qualité dans divers pays et territoires de la francophonie. Notre démarche, en 4 points rapidement, un cadre conceptuel de la qualité articulé autour de 3 fonctions. Je n'aurai pas le temps de m'étendre sur ces fonctions. En vous procurant le livre, vous pourrez en prendre connaissance. Deuxième élément de la démarche, une vaste recension des écrits qui couvrent la période 90-2014. Et cette recension a permis de répertorier pas moins de 58 indicateurs. 58 indicateurs, donc ça fait un univers assez vaste. Il fallait alors procéder à un processus de sélection parmi ces 58 indicateurs. Et là, de manière systématique, à partir de 5 critères, on a fait cette sélection. Et ces 5 critères, c'est la sensibilité aux soins infirmiers, en tenant compte des preuves scientifiques les plus solides qui existent. Deuxième critère, la pertinence, l'importance de l'indicateur. Troisième critère, la faisabilité de mise en œuvre de cet indicateur à des coûts raisonnables, par exemple. Quatrième critère, le potentiel d'utilisation de l'indicateur pour pouvoir apporter des améliorations. Et quatrième critère, le potentiel d'établir des comparaisons, que ce soit au niveau national ou au niveau international, à partir de cet indicateur. 2 résultats essentiels. Un premier résultat qui nous indique les cibles pour l'action. 12 indicateurs qui ont passé le test de ces 5 critères et doivent faire l'objet d'une attention prioritaire. Je ne prendrai pas le temps de citer les 12 indicateurs, vous en prendrez connaissance. Deuxième résultat, qui nous indique l'ampleur des actions à mener pour la suite.
dans le sens que ces 12 indicateurs ont un niveau d'implantation variable, mais surtout très limité dans 7 pays qui sont pourtant représentatifs de divers contextes de la francophonie. En conclusion, ce que je dirais, c'est qu'avec ce travail, toute l'équipe pense avoir apporté une contribution inédite dans la francophonie. Nous pensons qu'avec ce travail, le CDF apporte à tous ses membres, donne à tous ses membres une feuille de route qui s'adresse à la fois à des décideurs, des gestionnaires et des cliniciens quant aux indicateurs clés à prendre en compte de manière prioritaire dans la mesure de la qualité. Dernier mot de remerciement, en plus de l'équipe de recherche, les contributeurs internationaux de la France, Belgique, Sénégal, Suisse, Tunisie qui ont contribué à l'étude, le comité international consultatif du CIDIEF qui nous a fait part de leurs commentaires, le secrétariat général du CIDIEF pour son soutien constant et l'équipe d'édition du CIDIEF également pour tout le travail de finalisation du rapport. Je vous remercie. Merci, Monsieur Dubois. Donc, avant de passer à la période des affaires politiques, j'aimerais ouvrir la période de questions relatives aux activités du rapport annuel 2014. Y a-t-il des questions, des éclaircissements, Merci. À apporter sur la présentation? Des commentaires sur les grandes conférences, des suggestions, ou on pourrait les apporter à la période, à la fin, à la période d'échange? Alors, s'il n'y a pas de questions, je vais maintenant céder la parole à M. Jacques Chapuis, qui vous introduira un peu la posture que le CIDIEF souhaite prendre de plus en plus dans ces différents dossiers politiques. M. Chapuis. Où tu peux y aller? Merci, Madame la Secrétaire générale. Voilà, vous avez déjà eu quelques explications, tant dans les propos de Madame Desrosiers que dans ceux que nous venons d'entendre. En fait, j'aimerais juste recontextualiser tout cela. Le CIDIEF, qui aujourd'hui fête ses 15 ans, a vécu toutes sortes d'étapes. Vous savez très bien ce que le CIDIEF fait, que ce soit au niveau des congrès triennaux, que ce soit au niveau de la mise en connexion du réseau, des membres, également du soutien Nord-Sud et de toute une série d'activités qui sont les nôtres depuis 15 ans. Mais il y a eu en 2009 quelque chose comme une espèce de petite révolution, le mot est peut-être un peu fort, mais néanmoins en 2009 à Marrakech, au Congrès, lors de l'Assemblée générale, nous avons été réellement sollicités très très fortement par les membres qui posaient beaucoup de questions en demandant finalement au CIDIEF d'occuper un rôle qui est non pas celui de faire à la place, mais de produire un certain nombre de documents, d'écrits, d'arguments, d'éléments qui ensuite puissent être réutilisés localement, soit par des associations, des individus, des établissements sanitaires, des écoles, etc. La demande était donc qu'il y ait un travail, une production intellectuelle mise à disposition suffisamment large pour, disons, être utile à l'entier de la francophonie et suffisamment contextualisé pour ne pas être, permettez-moi, Madame la Présidente, québécoise, n'est-ce pas? Donc, le challenge est important parce qu'en fait, effectivement, vous avez entendu à quel point, notamment les universités, les centres interuniversitaires sont engagés dans tous ces travaux dont nous venons de prendre connaissance. Et le challenge est effectivement de réussir à dire quelque chose qui ait un sens politique, un sens de poser une vision, mais une vision qui est valable autant au Togo que dans notre pays hôte aujourd'hui. Alors, le challenge est assez élevé. En 2009, on a eu ces demandes et le conseil d'administration s'est penché sur ces demandes en disant, ben voilà, comment hiérarchiser ? Et c'est comme ceci que nous sommes partis dans un certain nombre d'axes de travail. Il a été mentionné tout à l'heure qu'en 2012, à Genève, nous avons non seulement inauguré le mémoire sur la formation, sur la professionnalisation et l'universitarisation de la formation, mémoire extrêmement important et qui était accompagné aussi d'une déclaration qui a été largement soutenue par des milieux associatifs, politiques, internationaux, etc. Eh bien, finalement, le challenge pour le CIDIEF, c'est ça, c'est de réussir à trouver une thématique qui est
problématique finalement partout, qui va bénéficier de cette approche, de ce travail de fourmi, et que le document qui est remis ne soit pas une simple prise de position, mais soit également un document suffisamment rigoureux qui est, à défaut d'être une pure recherche, mais qui s'appuie sur des recherches. Et là, on vient de nous présenter une revue systématique. Eh bien, cette revue systématique des écrits, des recherches qui ont été établies dans un domaine, c'est un préalable pour nous pour pouvoir ensuite nous pencher sur un document de prise de position. Rappelez-vous le mémoire sur la formation qui était très documenté, qui renvoyait à passablement de points en bibliographie qui ont été, je crois, tout à fait utiles dans tous les pays où il a été exploité. Eh bien, telle est maintenant, dorénavant, à partir de 2009, je dirais, telle est l'ambition du CDF, c'est d'être capable de se positionner de manière, si ce n'est universelle, mais en tout cas francophone. Alors, il y a eu d'autres documents. On s'est positionné sur la santé des femmes, on s'est positionné sur le rôle majeur des infirmiers et des infirmières dans le domaine de la prévention de l'infection. Derrière la prévention de l'infection, il y a toute la question du signalement et donc du rôle et de la prise de risque que vit l'infirmier et l'infirmière au moment où il doit prendre des mesures, où elle doit prendre des mesures face à des questions qui sont des dysfonctionnements en matière d'hygiène hospitalière. Là, aujourd'hui, on s'est penché sur la qualité. Et avant que Mme Desrosiers nous présente ce document, j'ai envie de vous donner mon sentiment profond. Ça fait longtemps qu'on parle de qualité et on a formé beaucoup de gens à la qualité. On connaît la démarche permanente de la recherche continue de la qualité, de l'amélioration vers un idéal de qualité. Les méthodologies sont connues, on connaît le vocabulaire, peut-être même qu'on a l'impression qu'on fait de la qualité. Et j'en suis persuadé, par ailleurs. Mais néanmoins, il y a quelque chose de fondamentalement renversant d'admettre en tant que profession que ce que les Américains appellent les outcomes, c'est-à-dire les résultats de soins, dans certains cas, nous en sommes pour une bonne partie responsables, y compris quand ça tourne mal. Je crois que c'est Ghislaine Desrosiers en tout début d'introduction de ce congrès, et si ce n'est pas ça, ça devait être dans un autre, mais enfin néanmoins qui nous rappelait que les frais, les coûts plutôt des dysfonctionnements, des erreurs, des incidents critiques sont évalués à peu près en moyenne à 10% des coûts de la santé. Eh bien, nous sommes vraisemblablement à la même hauteur responsable de dysfonctionnements, de problèmes, de difficultés qui non seulement coûtent 10% des coûts de la santé, mais coûtent des sommes incalculables de douleurs et de difficultés pour les bénéficiaires de soins qui, ce jour-là, alors sont parfois même plutôt maléficiaires que bénéficiaires. Donc, le renversement majeur, c'est de se dire, allons-y pas par pas. On ne va pas transformer toutes les équipes infirmières en gestionnaires de la qualité, mais à ne pas en faire, à ne pas se centrer sur des indicateurs sur lesquels on sait que nous faisons la différence en termes de qualité, que nous faisons ou que nous ne faisons pas notre travail lorsqu'on le fait bien, lorsqu'on le fait à fond. Eh bien, si on n'a pas le courage de se pencher sur ces indicateurs-là, eh bien, on ne fera jamais vraiment autre chose que de gloser au sujet des démarches de qualité. Donc, voilà la position que le Conseil du CDF a voulu prendre en se basant sur une revue de littérature et ensuite en travaillant une prise de position dont Mme Desrosiers va vous parler avec brio, bien entendu. Merci, Jacques, pour l'introduction sur l'action politique du CDF. Alors, écoutez, toute la journée, vous avez entendu parler de qualité des soins, sécurité des patients. On en a, on a déjà plusieurs heures à y réfléchir. Dans le cadre de l'Assemblée générale, c'est vraiment, on est sur la reddition de comptes, mais aussi une compréhension de la démarche que vient d'introduire Jacques. Donc, nous produisons, nous vous rendons public le mémoire sur la qualité des soins, la sécurité des patients, une priorité mondiale. C'est un document basé sur la recherche, tant la recherche qu'on a financée nous-mêmes qu'une revue, une bibliographie peut-être d'une centaine de références. C'est un mémoire, par définition, mène à une prise de position. Donc, il y a une intention politique derrière la production d'un mémoire. Et ce qui fait un peu aussi la différence au CDF, c'est que la recherche, c'est bien, mais qu'est-ce qu'on en fait?
vers quelle action ça peut nous mener. Donc, c'est certain que le mémoire se veut un outil dans l'agenda pour l'action dans vos propres contextes, que ce soit local, national ou même territorial, au niveau que ce soit l'Afrique de l'Ouest ou au niveau européen. D'ailleurs, un membre du conseil d'administration a utilisé une version préliminaire dans ses discussions avec les instances administratives. C'est un Français, je ne dirais pas lequel des deux, mais en fait, M. Masquelier nous disait qu'il avait pu l'utiliser même dans des échanges, un certain dialogue avec l'administration, parce qu'en fait, ce qu'on veut, c'est non seulement comprendre en quoi c'est un enjeu universel, mais on veut vous outiller dans l'argumentaire, dans la capacité de dialoguer, d'échanger avec les décideurs nationaux. Alors, on s'est donné une posture politique qui va peut-être vous surprendre. On ne parle pas de la qualité dans ce document-là au niveau de la recherche dans les pratiques professionnelles. On n'est pas dans l'art du soin. On n'est pas dans la recherche infirmière au sens strict du terme. On a décidé de prendre une posture qui est d'un argumentaire macroscopique. Est-ce qu'on peut, nous les infirmières, nous sommes les spécialistes du microscopique. Parce que ce qui souvent peut faire la différence par rapport au décès d'un patient, c'est le souci du détail au chevet. Malheureusement, on a le défaut de nos qualités. Comment relever la réflexion au niveau systémique? Parce que les décisions se prennent carrément à un beaucoup plus haut niveau et finalement ont des impacts sur notre pratique. Et souvent, on se retrouve un peu démunis. Comment ça se fait qu'ils ont décidé ça? Comment ça se fait qu'on nous coupe des soins? Comment ça se fait qu'on décide de déléguer à d'autres, etc., etc.? Donc, une posture macroscopique. Être capable d'analyser un système de santé et aussi un argumentaire de nature économique. Parce que si on veut parler qualité, vous avez entendu suffisamment de présentations ce matin pour avoir compris que la qualité, si on veut être capable d'en parler, il faut être capable de la mesurer, la comparer, mais également, derrière la qualité, il y a l'allocation des ressources, il y a l'allocation des budgets. Donc, finalement, la qualité, c'est une question d'argent. Alors, on veut, par ce mémoire, avoir un argumentaire de type économique. Le mémoire du CDF, évidemment, j'en ferai pas la présentation détaillée, mais je vais faire un certain survol. Donc, nous, on est un organisme international. On doit regarder qu'ont dit les autres organismes internationaux. Est-ce qu'il y en a d'autres organismes au plan international qui ont émis des opinions, documenté la question? Vous allez retrouver dans le mémoire les tendances internationales. On a regardé la question du lien entre la qualité et l'efficacité. Les administrateurs parlent beaucoup d'efficacité, donc c'est la relation entre le coût et les résultats. Le rôle stratégique de la profession infirmière à l'atteinte d'objectifs de système de santé, la valeur économique de l'infirmière, on insiste beaucoup là-dessus, et l'utilisation optimale des effectifs infirmiers dans un système de santé, l'usage des indicateurs statistiques sensibles à la qualité des soins, ça, vous avez été suffisamment... je dirais presque endoctrinés depuis ce matin là-dessus. Et finalement, les résultats de soins aux patients, l'importance de les comparer. Tant qu'on ne se compare pas, on ne sait pas si on est bon. Alors, le mémoire revient sur certaines définitions. Je n'irai pas trop dans le détail, mais il demeure que souvent, on aborde la qualité plutôt par son petit bout, là, qui est le bout de la non-qualité, donc la sécurité des patients. Ça devient un critère objectif, oui ou non, il y a eu un événement indésirable ou évitable, tandis que la qualité est un concept beaucoup plus élastique. Nous, les infirmières, on se donne des standards de qualité, des standards de pratique qui parfois ont une plus grande difficulté à s'incarner dans la réalité, mais on aurait pu parler de la qualité sous plusieurs angles, que ce soit la pertinence des soins, l'efficacité ou encore une qualité avec une efficience optimale. Alors, ce sont tous des trucs qui sont exposés dans le document, mais je pense que pour les fins d'aujourd'hui, je vais essayer d'aller le plus vite possible pour aller à la conclusion, qui est la prise de position comme telle. Donc, le CDF, en tant qu'organisme international, bien, vous ne serez pas surpris que nous adhérons à la position de l'Organisation mondiale de la santé,
qui considère, qui a beaucoup publié sur le sujet. Vous avez eu plusieurs conférences aujourd'hui. D'ailleurs, je vous dirais que j'imagine que vous avez compris que le symposium d'aujourd'hui n'est pas un accident de parcours. Hein? On a saisi la balle au bon pour avoir un partenariat avec d'autres organismes parce qu'on savait que nous, notre dossier prioritaire, c'était la qualité et la sécurité. Donc, pourquoi pas un symposium ou de façon moins en vase clos, ça c'est une autre intention politique du CDF, pour souvent gagner des dossiers politiques. Quand on se parle entre nous, on se comprend très bien, mais c'est mieux d'avoir aussi un discours qui est transversal et avoir une écoute avec d'autres professions, mais surtout aussi des décideurs. Il y avait un certain nombre de décideurs nationaux dans la salle ce matin. Donc, on adhère à la position de l'OMS. C'est une priorité mondiale. Il y a beaucoup d'erreurs. Beaucoup de statistiques vous ont été présentées ce matin. 10 % des dépenses totales en santé des pays. Évidemment, c'est une moyenne, là, c'est relatif. Et finalement, l'OMS considère il devrait avoir beaucoup plus d'efforts sur le contrôle de la non-qualité et l'optimisation des compétences professionnelles. C'est un élément dont on n'a pas beaucoup parlé aujourd'hui, mais qui est en lien avec notre prise de position de 2012, la formation adéquate, le rehaussement de la formation infirmière pour rencontrer les défis socio-sanitaires, mais aussi les défis des maladies chroniques et le déplacement des lieux de soins. Bien, pour l'OMS, c'est pas dit tout à fait comme ça, mais on peut l'interpréter comme ça. Ça devient un facteur de qualité pour rencontrer les défis. Donc, on a un petit peu de suite dans les idées quand même par rapport aux grands enjeux de système. L'Alliance mondiale aussi pour la sécurité des patients, l'OMS a mis de l'avant des groupes de travail qui se préoccupent davantage de la sécurité des patients, surtout des risques iatrogéniques liés à l'administration des médicaments, des alertes mondiales, de la recherche. On a également répertorié l'Organisation de coopération et de développement économique. C'est quand même l'OCDE regroupe les pays développés. Et c'est quand même l'OCDE fait beaucoup de comparaisons économiques sur plusieurs volets, dont le panorama de la santé aux 2 ans. Et nous estimons au CDF que, étant donné que c'est une plateforme internationale, qu'on ne devrait pas être ignorant des travaux de l'OMS parce qu'ils sortent un panorama sur 60 indicateurs où se voient comparer les pays quant à leur performance dans leur système de santé. Donc, vous allez voir le lien avec la conclusion un peu plus tard. Les problèmes de qualité, l'OCDE a mis le doigt sur le fait qu'il y a des interventions injustifiées, des soins qui ne sont pas requis, des erreurs médicales. L'OCDE recommande d'investir aussi dans les compétences professionnelles et ils produisent des statistiques, comme je disais tantôt, Healthcare Quality Indicators, et aussi un rapport annuel. Donc, nous, dans notre prise de position, on fait un appel à tous les organismes infirmiers à s'intéresser, si, à défaut de les produire nous-mêmes, les statistiques, on pourrait au moins s'intéresser à celles qui sont déjà produites et éventuellement les interpréter, par exemple, à la lumière des recherches qui ont été faites. Si déjà il y a des indicateurs ou des éléments de comparaison nationaux ou internationaux sur des indicateurs sensibles aux soins, on peut en tirer des conclusions d'ores et déjà. Et on va même, nous, comme CDF, se donner un mandat d'analyser le rapport de l'OCDE en répertoriant les pays de la francophonie. On va faire nous-mêmes, comme on dit au Québec souvent, nos devoirs et nos leçons. Bon, écoutez, les autres organismes internationaux, plusieurs ont émis des opinions, que ce soit sous l'angle de la formation, les infrastructures sanitaires en Afrique, on a pu voir ce matin, et de façon, il y a quelques années à peine, l'AFCOARIS, l'Alliance francophone pour la qualité et la sécurité des soins, a été mis de l'avant pour aider à l'amélioration des soins dans les pays francophones, surtout sur le continent africain. Donc, la santé dans tous les pays, qu'ils soient développés ou non, c'est un vecteur de développement économique. Alors là, inévitablement, oui, il y a des dépenses en santé, mais quand la santé d'un pays n'est pas, on connaît des déficiences, des décès prématurés, il y a des coûts au fait qu'il y a des coûts de production de soins, mais il y a aussi des coûts reliés au fait qu'il n'y aurait pas les soins appropriés. Donc,
De façon générale, les pays développés consacrent 10 ou 11 de leur produit intérieur brut à des soins de santé. Ça, c'est du côté des finances publiques. Donc, ça va rejoindre une masse, comment dirais-je, c'est un poids au niveau des finances publiques de tous les pays, sans compter tous les autres investissements qui sont faits à la marge du côté privé. Mais il demeure que, quand je disais dès le début, dans la posture de départ, il y a beaucoup de gros sous dans le domaine de la santé. Il y a beaucoup d'intérêts économiques du secteur privé, de l'industrie des médicaments et les gouvernements qui ont des plateformes de sécurité ou de solidarité commencent à crouler sous l'effet des coûts de la santé et tous essaient de voir dans quelle mesure ils ne pourraient pas avoir un meilleur coût-efficacité. Donc, le coût-efficacité, c'est pour la dépense qu'on fait, quelle serait la manière la plus efficace d'un point de vue économique d'obtenir un objectif préétabli. À cet égard, la recherche en sciences infirmières, quand même, peut contribuer à la mise en évidence de meilleures pratiques. Et il y a un appel international à la recherche qui pourrait réduire la non-qualité et amener une meilleure gestion des risques. Les soins infirmiers, dans le discours, quand on a décidé d'aller sur la qualité des soins, la sécurité des patients, à l'Assemblée générale de Genève, oui, on était surtout sur la formation, mais dans tous les pays, le corps infirmier, le groupe professionnel infirmier se plaint de quoi? Des restrictions budgétaires. Le corps infirmier, le groupe infirmier se dit c'est toujours nous qui sommes la cible de tous les efforts budgétaires. Et parfois, ça entraîne même un discours un peu victimisant. Les gouvernements n'aiment pas les patients parce qu'ils coupent les soins infirmiers. Des fois, ou encore, on entend beaucoup un discours de fardeau de tâche, nous croulons sous la tâche parce qu'on coupe les budgets de soins infirmiers. C'est vrai, objectivement, il y a beaucoup de contraintes budgétaires. Et un des éléments du mémoire que nous vous soumettons, c'est que, premièrement, les gouvernements ne se lèvent pas un matin en disant « qu'est-ce qu'on pourrait faire pour mettre la profession infirmière à terre ». Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est qu'ils se disent « voilà un domaine qui vient chercher peut-être 40 du budget de la santé. Si on pouvait le réduire à 38, déjà, on sauverait ça. » Vous voyez un peu le fait qu'on soit la cible, c'est parce qu'on occupe une place importante au niveau des coûts de fonctionnement, d'où notre intérêt nous-mêmes à se responsabiliser par rapport à la question du coût-efficacité. Et les gouvernements fonctionnent toujours à court terme. Et j'ai dit d'entrée de jeu ce matin qu'il fallait trouver une façon, nous, dans l'argumentaire, sur la qualité, d'envoyer un écho aux décideurs à l'effet que dépenser en soins infirmiers, justement, ce n'est pas une dépense, c'est-à-dire que c'est un montant, c'est des sommes qui peuvent réduire la non-qualité, et la non-qualité est un poids extrêmement lourd dans l'inefficacité des systèmes de santé et même a un impact de société. S'il y a des morts prématurées, s'il y a des gens qui ne peuvent pas travailler parce qu'ils n'ont pas les services requis, etc., etc., et on a vu les 3 pays qui ont été présentés ce matin, qui ont vécu la crise de l'Ebola, bien, au niveau économique, ils en ont pour des décennies à s'en remettre. Donc, investir en santé, évidemment, jusqu'à un certain degré, peut s'avérer rentable. Donc, nous, on a essayé, dans ce mémoire, il y a tout un chapitre sur la valeur économique de la profession infirmière. D'ailleurs, l'Ordre infirmier du Québec avait produit, plutôt en lien avec une stratégie sur la défense de la formation infirmière, une documentation d'importance sur la question de la valeur économique de la profession infirmière, mais il faut apprendre justement à se positionner comme étant, comme je disais ce matin, un investissement plutôt qu'une dépense sans effet. Alors, la littérature est très, très documentée au plan international sur les bénéfices cliniques et économiques de la qualité des soins infirmiers. Je ne les reprendrai pas un par un parce que ce serait trop long, mais c'est sûr que c'est beaucoup de littérature américaine, canadienne, scandinave, mais qu'on parle... les aspects peut-être qui intéressent le plus, c'est la réduction des complications, la diminution des séjours hospitaliers, la diminution des réadmissions, sont tous des indicateurs sensibles à la qualité des soins infirmiers. Donc, il y a une espèce de convergence là
sur les efforts qu'on peut faire pour améliorer la qualité et la sécurité et le fait qu'il y a une relation directe avec une qualité de pratique infirmière, mais cette qualité-là implique aussi une quantité de soins suffisants. Alors, dans le mémoire, on insiste également on insiste aussi sur la question de l'utilisation optimale des effectifs infirmiers. Dans presque tous les pays, cette question-là est à l'ordre du jour. Est-ce que la profession infirmière évolue-t-elle dans le bon sens? Bon, dans beaucoup de pays, les infirmières sont scandalisées que certaines tâches puissent être confiées à d'autres métiers, mais en même temps, comme on a dit d'entrée de jeu hier, oui, peut-être que certaines tâches plus routinières, plus répétitives sont confiées à d'autres métiers, mais il y a aussi beaucoup de nouveaux métiers en émergence qui sont reconnus au plan international comme apportant des gains d'efficacité. On parle de pratiques avancées, plus spécialisées, de soins de santé primaire, et l'OCDE a mentionné particulièrement la pratique avancée, mais là, je ne la déclinerai pas sous tous ses angles, et la coordination des parcours de soins, case management. Donc, ce sont des initiatives qui sont reconnues en dehors de la profession. Finalement, pas finalement, je continue, on a un chapitre complet sur la question des résultats de soins. C'est très important parce que quand on parle de la qualité, il faut parler beaucoup du patient. C'est lui, finalement, le produit du système de santé. Je m'excuse de parler comme ça, mais si on le regarde d'un point de vue plus économique, l'objet même des soins de santé, c'est une personne pour laquelle il y aura des résultats de soins. Donc, améliorer sa condition, retarder les complications, retarder les décès. Et on insiste dans notre mémoire, en fait, le mémoire se veut une façon de discourir de la qualité, justement pour passer d'un discours infirmier qui est centré sur nous, en disant seulement qu'on a beaucoup d'ouvrages et que nous avons un fardeau de tâches. Ça ne veut pas dire que ce discours-là a sa place à certains endroits, dans certaines revendications, mais on pense on gagnerait beaucoup en notoriété, mais aussi en efficacité dans notre discours à se recentrer sur les résultats de soins. D'autant plus que ces résultats, avec les indicateurs dont nous faisons la promotion, sont en corrélation directe avec une pratique infirmière où il y a suffisamment de soins et des soins de qualité. L'autre aspect, si on peut dire, au niveau du discours que nous mettons de l'avant, c'est l'importance de la transparence des statistiques. Donc, d'en avoir des statistiques qui soient transparents et que les événements indésirables. Quelqu'un a dit tantôt, un conférencier, qu'il y a beaucoup de statistiques secrètes, plus ou moins divulguées sur les événements indésirables. Nous pensons que le conseil d'administration pense que comme profession, on doit être des promoteurs de transparence quant à la divulgation de statistiques. À certains égards, il y a des groupes infirmiers, des fois, qui disent « Oui, mais là, ça va montrer que les infirmières font plein d'erreurs. » Oui, ça se peut qu'il y ait beaucoup d'erreurs générées par les infirmières, mais si on peut démontrer que dans les 5 dernières années, je vais caricaturer, là, on a coupé la moitié du personnel, bien, ce n'est pas parce que les infirmières sont incompétentes, c'est que le niveau de soins n'est pas suffisant. Donc, le résultat et les statistiques, que les statistiques soient transparentes, ça nous apparaît également une nécessité dans l'argumentaire politique et économique. Et finalement, les fameux indicateurs sensibles à la qualité des soins rendent visible l'impact de la profession. On a non seulement produit une recherche et en plus, on préconise d'aller de l'avant sur le développement de bases de données internationales sur la qualité des soins infirmiers. Notamment que les résumés de sortie d'hôpitaux, que les fichiers, les bases de données nationales devraient colliger de façon obligatoire un certain nombre de données qui sont en lien direct avec la qualité des soins infirmiers, ce qui ne veut pas dire que le CDF ne pourrait pas aller dans l'orientation qui a été mise de l'avant par Lynn McVie ce matin, qu'on pourrait prendre des initiatives pour commencer à
explorer cette piste-là parce que de pousser sur l'importance d'avoir par exemple, M. Januel nous disait l'escarre de décubitus fait déjà partie de données qui peuvent être codifiées, déjà standardisées, prévues au niveau de la CIM, les travaux de la révision de la CIM, mais est-ce qu'on peut... ce sont des travaux qui se mènent à très haut niveau. Il faut faire l'action politique pour que ces travaux-là se poursuivent, impliquent la profession infirmière, mais on peut aussi avoir d'autres initiatives. Si dans certains pays, ces données-là sont déjà colligées, il faut être capable de les interpréter et de s'impliquer dans l'analyse de ces statistiques et faciliter, enrichir les statistiques de l'OCDE par rapport aux Patient Safety Indicators qui sont sensibles aux soins infirmiers. Donc, la position, alors, comme vous voyez, il y a plusieurs chapitres qui sont plus des chapitres pour installer l'argumentaire, qui se veulent plus un argumentaire, carrément. Et finalement, je vous livre les éléments de position du CDF. On a 4 blocs de position que le CDF invite les États à transformer leur système de santé pour faire face aux défis des maladies chroniques. Là, quand même, il y avait les défis actuels de santé et chercher à aller de l'avant sur un meilleur ratio coût-efficacité, mais en s'appuyant sur la meilleure utilisation possible des effectifs infirmiers. Deuxièmement, le CDF invite les États et les organisations internationales à poursuivre leurs efforts pour aider les pays africains à investir en santé publique et dans leur système de soins. Parce que là, à un moment donné, ça prend des infrastructures minimales, à défaut d'être optimales. Et le CDF invite les leaders de la profession à accroître leur intérêt pour les méthodes quantitatives destinées à mesurer les résultats de soins. Je pense qu'il doit y avoir une concertation, une certaine cohésion au sein de la profession pour aller dans cette direction. Et finalement, le CDF demande aux États que la classification internationale des maladies, la CIM, soit l'outil privilégié pour le développement d'indicateurs de résultats de soins, parce que cette revision constitue une occasion unique pour la profession infirmière de s'intégrer à des travaux reconnus internationalement par les administrations sanitaires de tous les pays. Étant donné qu'on veut avoir beaucoup de temps pour la discussion, vous irez voir, pour chacune des prises de position, on a décliné d'autres éléments, que ce soit encourager le développement de la recherche infirmière, dénoncer l'utilisation non optimale, soutenir le développement des rôles infirmiers. Bref, vous allez voir que chaque position se décline en sous-sections. On s'oppose à ce que les effectifs infirmiers fassent l'objet de restrictions budgétaires aveugles sans que des impacts sur la qualité n'aient été documentés, etc. Bon, alors écoutez, c'est un mémoire classique avec argumentaire, on a scanné l'environnement, argumentaire, prise de position. C'est sûr que j'aimerais ça prendre le temps peut-être de revenir sur chacun des éléments, mais on est un peu serré dans le temps parce qu'il faut absolument, étant donné qu'on est dans une journée congrès, j'aimerais ça qu'il reste du temps pour dialoguer par rapport au plan d'action pour la suite des choses. Donc, vraiment, on vous invite, le document, vous l'avez papier parce que vous êtes à l'Assemblée générale, mais il est en version web. Et un mémoire, c'est un outil promotionnel. Donc, vous pouvez l'utiliser, le diffuser à votre gré. C'est gratuit parce que c'est une prise de position et ça devient, comme je disais tantôt, un agenda pour l'action. Alors, vous ne serez pas surpris que pour la suite des choses, dans la planification stratégique du CDF, que nous nous appuyons sur la mémoire pour le plan d'action. Alors, rapidement, on invite les syndicats et autres regroupements à promouvoir, revendiquer le développement d'indicateurs au niveau national. On juge important que la profession infirmière établisse des partenariats. On n'est jamais gagnant quand on est tout seul à préconiser un enjeu stratégique, etc., etc. Donc, je ne sais pas, là, je pense que je serais mieux de conclure là-dessus. Bon, le vice-président me dit oui, achève. Alors, écoutez, donc vous le lirez, c'est un bon mémoire et puis on est fiers d'avoir travaillé fort pour y arriver parce que dans une année de congrès,
sincèrement, réussir à produire 2 documents de recherche, un mémoire, un congrès, un symposium, vous voyez quand même que la qualité et la sécurité des patients, c'est au cœur de la profession infirmière, mais ça doit s'inscrire dans un agenda politique et on sera intéressé, à partir de maintenant, il reste 3/4 d'heure pour que vous nous disiez vos réactions, mais également, on veut des pistes d'action par rapport à cet enjeu-là, mais par rapport à d'autres dimensions, parce qu'à chaque Assemblée générale, le conseil d'administration s'assied et on regarde, parce qu'est-ce qu'on va faire dans les 3 prochaines années. On ne repartira pas à zéro, il faut poursuivre sur cette lancée sous différents angles, mais on a besoin de vous entendre parce que c'est ça qui nous aide à être le plus pertinent possible dans l'action. Je vous remercie. Est-ce que quelqu'un veut se dévouer pour aller au micro? Peut-être commencer les échanges? Jean-Yves, va donc au micro. Dis-nous qu'est-ce que tu as fait avec le mémoire. Là, ça va aider à démarrer un peu la discussion. Oui, madame, au niveau micro 3. Bonjour. Oui. Bonjour. Merci. Merci, Régine Laurent, présidente de la FIC. Merci pour les présentations, particulièrement celle-ci. Et j'avais peut-être, vous avez demandé des actions, Madame Desrosiers. Peut-être qu'on pourrait faire un symposium québécois sur la sécurité, parce que la sécurité des soins, c'est notre cheval de bataille durant la présente négociation. Et peut-être que ce serait intéressant de faire un symposium québécois sur la sécurité des soins. Bien, écoutez, oui. Ici, dans la salle, il y a peut-être 20 pays différents. Je ne sais pas si on peut aller dans chaque pays faire un symposium, mais si un grand syndicat comme le vôtre, Régine, au Québec, avec l'Ordre infirmier ou d'autres instances, vous voulez faire un symposium, il nous fera plaisir, dans le cadre de ce symposium, de suggérer un conférencier international ou des experts, ou même de venir parler de la position du CDF qui fait un certain consensus au sein de la francophonie. Donc, ça viendrait renforcer une action dite nationale. Mais c'est vrai, l'objet même d'un mémoire, c'est de renforcer les actions politiques que font les infirmières et infirmiers au plan national. Donc, si c'est votre souhait, Super, merci. Voilà. Oui, Jean-Yves. Peut-être vous te présenter quand même. Micro numéro 1. Ça y est, c'est bon. Jean-Yves Masquelier, donc je suis cadre supérieur de pôle à l'hôpital Sainte-Anne à Paris. Et ce mémoire est tombé à point nommé, en fait, parce que déjà, quand on l'ouvre, on se rend compte tout de suite qu'on n'est pas tout seul. Alors, tout seul dans la contrainte budgétaire, ça rassure, on pleure tous ensemble, je ne sais pas ce qu'on fait, mais une fois qu'on a passé cette étape, j'ai pu mettre en pratique avec les équipes infirmières plusieurs points de ce mémoire. Notamment, plutôt que de réfléchir et de subir la contrainte au quotidien, et c'est-à-dire supprimer des postes infirmiers, parce qu'effectivement, comme vous le disiez, effectivement, les administrations tout de suite se reportent sur les effectifs infirmiers. C'est quand même un coût important dans l'institution. L'objectif de l'administration était de supprimer des postes un petit peu partout dans les services de cet hôpital. On a proposé en fait une réorganisation basée sur la qualité des soins et on a utilisé plusieurs items de ce mémoire pour rassembler, certainement perdre des lits à un moment donné, c'est ce que nous avons fait, mais découvrir de nouvelles missions, c'est-à-dire qu'on a mandaté des infirmiers sur des missions nouvelles telles que faciliter la possibilité de donner congé aux patients, vous voyez, je suis presque québécois, organiser en fait la sortie du patient en dédiant un infirmier à organiser la sortie du patient, c'est-à-dire que cet infirmier travaille, je pense qu'il est dans la salle, oui, il est là-bas, travaille à organiser la collaboration avec toutes les structures d'aval. Et comme ça, on a pu démontrer à l'administration qu'il y avait un réel plus au niveau de la qualité pour organiser dans cette pénurie, on arrivait ainsi à sortir de la qualité et ça a été pour nous un appui essentiel et un argument de poids auprès de notre administration. En fait, ce que vous dites, Jean-Yves, c'est que finalement, c'est dans un hôpital donné à Paris. L'argumentaire peut vous avoir donné des idées. On parle de nouveaux rôles infirmiers, mais ce n'est pas nécessairement quelque chose qui est toujours parachuté
par les hautes instances sanitaires, c'est carrément sur le terrain. Vous avez poussé sur l'idée d'une utilisation qualitative d'infirmiers ou d'infirmières en faisant valoir la valeur ajoutée pour les patients. C'est ce que vous nous dites. Tout à fait, oui, Bon. ça a été un véritable Alors, levier. Je suis contente de vous l'entendre dire parce que des fois, c'est sûr que quand on est international, ça a l'air de planer très haut, mais il faut que ça finisse par atterrir. Notre volonté étant que ça puisse vous inspirer dans les... je ne veux pas répéter mon discours d'hier, mais c'était le fameux pensée globale, agir local. Bien, merci, Jean-Yves. Madame, micro numéro 3. Je suis le docteur Paulette Mengemeyi, médecin de santé publique, épidémiologiste, point focal Union africaine de la lutte contre la maladie du sommeil. Je suis gabonaise. Je remercie le CDF pour cette initiative de valorisation de l'infirmier. Depuis ce matin, j'ai suivi, depuis hier, ça m'a beaucoup touché. C'est pour cela, dans mon intervention, par rapport à ma position, il y a certaines choses que je voudrais préciser ici. Concernant l'épidémie d'Ebola, j'ai été beaucoup touchée. Parce que, après l'épidémie d'Ebola du Gabon, où j'étais la coordinatrice nationale, nous avons réussi à limiter l'épidémie là où il était. Suite à cela, l'Organisation mondiale de la santé a formé les directeurs de lutte contre les maladies. J'en faisais partie au Burkina Faso pendant 3 semaines par rapport à un plan stratégique où chaque pays a adapté le plan stratégique contre la lutte contre Ebola. Et on avait demandé à chaque pays de disposer d'un fonds de lutte. À Marseille, j'avais demandé à Médecins sans frontières où était le plan stratégique. Parce qu'on avait travaillé jusqu'à la traduction des symptômes par les langues locales. Et l'épidémie a été gérée comme une urgence, alors qu'on avait élaboré un plan pour les pays de l'Afrique francophone. C'est la raison pour laquelle le collègue ce matin a dit qu'il faudrait dire aux dirigeants de mettre sur pied les documents. Même si on change le directeur, on doit utiliser les documents disponibles. C'est la raison pour laquelle j'ai vu vos objectifs et vos recommandations. Ma petite contribution, c'est pour nos États, il faut des véritables politiques nationales de santé. Parce que dans la politique nationale de santé, vous retrouvez tout, y compris les lignes budgétaires. Parce que s'il n'y a pas de ligne budgétaire, quel que soit ce que vous pouvez faire, on vous dira qu'il n'y a pas de financement. Tandis que dans la politique nationale, on va sortir les besoins, les objectifs, les plans et le financement. Et que ce soit des financements réels, mais pas des financements fictifs. Parce qu'au niveau de la Guinée-Conakry, ça m'a fait mal. Le directeur, à l'époque, avait travaillé, avait tout budgétisé qu'au cas où il y a une épidémie, tout de suite, on fait quelque chose. Mais ça a été montré au niveau international comme si, au niveau de l'Afrique, rien n'avait été fait. Alors que beaucoup de choses avaient été faites. Il y avait un plan stratégique qu'il fallait seulement utiliser. Je l'avais dit à Médecins sans frontières. Le problème, ce sont les politiques nationales de santé. Le collègue, ce matin, il a dit qu'il fallait lancer les soins de santé primaires. Je pense qu'on n'est plus à ce niveau-là. Almata en Russie, en URSS, c'est là-bas d'où est venu les soins de santé primaires. Ça a été lancé en Afrique. Quel a été le résultat des soins de santé primaires? Après, ce n'était plus ça. On est parti à la bonne gouvernance. Quel a été le résultat? Ce n'était plus ça. L'initiative 2020, 20% pour la santé, 20% pour l'éducation. Quel a été le résultat?
C'est la raison pour laquelle je félicite le CDF, parce que le CDF valorise les gens qui travaillent. Moi, je m'occupe de la maladie du sommeil. Ce sont les infirmiers dans les lieux enclavés qui sauvent ces vies, qui font quelque chose. C'est la raison pour laquelle dans les politiques de santé, quand elles existent, on pourra tenir compte de ces infirmiers. Parce que tout ce que nous disons, ce sont des zones urbaines, des zones accessibles. Mais ces infirmiers qui sont au niveau du Tchad, qui parcourent des kilomètres et des kilomètres à faire des injections aux malades, qu'est-ce qu'on dit de cela? Il leur faut les motivations. Et si dans la politique de santé, c'est prévu qu'on peut changer sa moto, sa bicyclette, je ne sais pas quoi, je ne suis pas là pour défendre ou bien pour faire la politique ou le mieux-être. Je vous ai dit que j'étais radiologue. Après la santé publique en Belgique, j'ai travaillé 15 ans en France. Après, je suis rentrée chez moi et je me bats pour cela. Et quand je suis arrivée, on m'a donné ce poste des lieux enclavés. On peut dire tout ce qu'on veut. Le CDF doit faire une recommandation de politique nationale qui va valoriser le poste d'infirmier. Que celui-là ne soit pas oublié. Quand je dis valoriser, valoriser en formation, valoriser en salaire. Parce que lui, il est dans la zone enclavée, qui s'occupe de ses procédures, de dossiers, pour qu'il puisse avancer, cet infirmier. Comment il est logé? Comment ses enfants vont pouvoir apprendre? Parce que quand on parle, le CDF s'occupe des infirmiers, je suppose que les infirmiers des zones enclavées sont aussi pris en compte dans le CDF, je suppose. Si ce n'est pas le cas, peut-être qu'on va me le préciser. Donc, je tenais à dire cela. Je suis médecin de santé publique. J'ai géré la vaccination chez moi. J'ai géré Ebola. J'ai géré actuellement la maladie du sommeil programme pendant 8 ans. Je suis point focal PATEC. Je m'excuse si j'ai parlé longuement. Vous allez m'excuser. Mais c'est ce que je voulais préciser, qu'au lieu de dire qu'il faut aider les Africains à s'occuper de la santé, parce que dans la politique de santé, on va retrouver aussi l'information sanitaire. Je vous remercie. Bravo. Merci beaucoup pour votre intervention. Et en fait, je vais vous dire, au-delà de l'émotion de vous entendre, ça m'a quand même suscité certaines réflexions. Dans presque tous les pays, on a des politiciens, c'est vrai ici comme ailleurs, une chance qu'ils ne sont pas là parce que des fois je me défoule, mais disons, on a des politiciens qui annoncent beaucoup, qui font état de plein de vœux pieux et qui ont des modes administratifs, comme vous dites, on a eu la qualité totale, on a eu tellement de modes administratifs, et qui même se targuent de soutenir le développement de la pratique infirmière. On est toujours les plus importants au monde, mais l'argent ne suit pas. Alors, quand vous dites des politiques nationales de soins de santé primaire, même que je regrette que dans notre mémoire, on parle que le rôle de l'infirmière en soins de santé primaire en Afrique soit reconnu et consolidé, et nous aurions dû marquer et financer adéquatement. En fait, ce que j'ai compris de ce que vous dites, les vœux pieux ne suffisent pas. Toutes les solutions sont connues, mais il faut des politiques nationales appuyées sur des budgets. Les meilleures idées de nos politiciens, s'ils ne sont pas accompagnés d'un signe d'une devise quelconque, ça vaut que dalle. C'est ça que j'ai compris. Mais donc, j'ai retenu que quand vous nous faites un appel au CDF, c'est un peu ce qu'on a essayé de faire avec le mémoire. On essaie de s'acculturer à parler d'argent, mais on va s'améliorer dans notre argumentaire de plus en plus et on doit passer de l'émotion, comme vous dites, à l'action, mais également, quand les politiques budgétaires se font, il faut chercher la ligne des soins infirmiers parce que si elle a été amputée ou elle a été oubliée, même cette année, on a eu une grande déception parce que l'Agence universitaire de la francophonie nous avait interpellés pour proposer un plan
Peux-tu l'expliquer? À chaque fois, c'était pour un programme de formation universitaire en Côte d'Ivoire, mais ça aurait été bon pour toute l'Afrique de l'Ouest. Et qui, à la dernière minute, a annulé le projet, qu'on n'a pas pu avoir l'argent. Ce n'est pas tellement qu'on veut devenir un organisme de coopération, mais on trouvait que ça aurait été quand même une plaque tournante importante. Il y a des médecins qui ont réussi à avoir un projet sur la santé maternelle. Et alors là, c'est que dès qu'il y a de l'argent qui passe à quelque part, c'est sûr que ceux qui sont au pouvoir réussissent plus facilement à sauter dessus. Mais disons que tous ensemble ou à travers des organismes nationaux ou internationaux, là, évidemment, je parle d'une façon, comment dirais-je, qui est non politiquement acceptable. On est capable aussi de parler de façon politiquement acceptable, de telle sorte que de prendre toutes les occasions qui peuvent se présenter pour s'entraider pour la suite des choses. Vous pourrez vous inspirer malgré tout du mémoire sous certains angles par rapport à votre situation locale. Et nous, bien, on a été sensibilisés. Veux-tu juste compléter sur le dossier de la Côte d'Ivoire, si nécessaire? Oui. Alors, peut-être juste pour éviter toutes sortes de questions, ce n'était pas en Côte d'Ivoire, mais au Sénégal. Au Sénégal, excusez-moi. C'est un autre projet, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire était un autre projet. Qu'est-ce que tu veux que j'explique davantage le projet? Non, ça va. Non, Jacques, il trouve qu'on est mieux d'aller directement au micro numéro 2. Alors, bonjour, je suis Luc Mathieu de l'Université de Sherbrooke. Alors, d'abord, félicitations pour le mémoire. Deux points. D'abord, dans le plan d'action, c'est plus concernant la diffusion. Il serait peut-être intéressant de diffuser le mémoire auprès des différents organismes subventionnés en recherche dans les pays de la francophonie, parce que si dans les universités ou ceux qui font de la recherche dans ce domaine-là, on veut éventuellement avoir des subventions, bien, de les sensibiliser à la position du CDF. Comme par exemple aussi au Canada, d'envoyer le mémoire à l'Institut canadien d'information pour la santé, parce que ça tombe tout à fait dans leur domaine d'affaires. Le diffuser aussi auprès des 34 nouvelles DSI, où je parle de la perspective québécoise, le compte tenu de la méga réforme qui est en cours actuellement. Et également là, aux maisons d'enseignement, parce que on se sensibiliser les infirmières dès les programmes de formation, ça serait intéressant. Mon deuxième point concerne la recommandation concernant l'utilisation de la CIM pour qu'il y ait des données infirmières à ce niveau-là. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça, qu'on s'inscrive à ce niveau-là d'une perspective macroscopique, mais il ne faudrait pas envoyer le message, et je ne pense pas que c'est l'intention, mais je veux juste m'assurer de ça, que les autres classifications de nomenclature en soins qui existent, il y en a plusieurs là, qui ont été développées un peu partout, en Amérique du Nord, au Canada, aux États-Unis, en Europe aussi, je pense entre autres à la classification internationale de la pratique infirmière, que c'est au niveau plus macroscopique, qu'il y a toutes sortes de projets actuellement en cours qui visent à documenter les soins infirmiers, à montrer, à laisser des traces de ce que font la pratique, et quand les bases de données, les modèles de données sont faits en conséquence, de pouvoir mesurer, faire preuve de certains résultats de soins. Alors voilà, c'était mes commentaires. Bien, peut-être rester au micro, parce que là, je pense que tu apportes, c'est Luc Mathieu, un point majeur sur la question de où est-ce qu'on aimerait avoir des données. Peut-être si M. Januel est dans la salle, peut-être pourrait-il venir nous donner un complément d'information, mais on l'a rencontré 1 heure dimanche et puis on a eu plusieurs entretiens avec lui. SNOMED est une nomenclature internationale qui définit des termes. Et ça, c'est planétaire. Les travaux du Conseil international des infirmières sur la nomenclature des procédures de soins infirmiers vont utiliser du vocabulaire SNOMED. Et la nomenclature de procédures infirmières peut très bien être utilisée dans la définition standardisée de certains indicateurs. L'objet peut-être original de notre proposition, c'est que tant et aussi longtemps qu'on se montre des petites bases de données à gauche, à droite, entre nous, de façon ponctuelle pour faire de la recherche infirmière entre nous, on ne sera pas dans les bases de données internationales où se prennent les décisions. Alors, M. Januel, au micro, j'aimerais ça que vous complétiez là-dessus. C'est majeur comme recommandation et même qu'effectivement, ça pourrait être mal interprété. On veut même traduire le mémoire pour pouvoir rencontrer le Conseil international des infirmières pour qu'ils comprennent que c'est
c'est d'aller plus loin dans les efforts de standardisation du vocabulaire infirmier que d'aller s'inscrire à la CIM, parce que tous les pays utilisent la classification de la CIM. Et si l'escarre de décubitus est un code de la CIM, et s'il y a d'autres codes, et que cette codification-là devient, parce que les pays, cette codification-là est utilisée par tous les pays, on en tirera, nous, les infirmières, des conclusions pour interpeller les décideurs. Parce que les décideurs, ils ne s'intéressent pas aux bases de données qui ne sont pas les leurs. Donc, je te résume en gros ce qu'il en est. Donc, est-ce que c'est peut-être, M. Januel, juste apporter un éclairage à M. Mathieu de l'Université de Sherbrooke? Oui, je peux apporter un éclairage. Je pense qu'il faut effectivement interpréter les recommandations qui sont faites à leur juste propos. Ce n'est pas des données qui vont remplacer les données prospectives qui servent à faire du pilotage de la qualité dans les services. C'est simplement utiliser des données qui sont utilisées, qui sont comprises par les décideurs, donc les gens qui tiennent la caisse. Et effectivement, si on veut être compris et si on veut avoir un levier, avoir un leadership, ce n'est pas les décideurs qui vont s'adapter à nos données. Donc, je pense que là-dessus, il faut être assez clair. Ce n'est pas des données qui vont permettre de faire du pilotage de l'activité dans les services. Ça va simplement permettre d'avoir en plus des données qui vont être focalisées sur la qualité et la sécurité à partir de la CIM 11 de manière plus effective. Mais c'est simplement pour avoir de l'argent, grosso modo, c'est assez simple, en utilisant un langage connu. Et les médecins l'ont très bien compris. La CIM, ce n'est pas leur bébé. C'est le bébé d'un statisticien, et puis ensuite repris par l'OMS. Mais ils ont fait preuve de corporatisme là-dessus en disant, même si ce n'est pas la panacée, même si on va nous contrôler avec ça, c'est l'outil qu'il faut détenir, c'est l'outil qu'il faut maîtriser pour être entendu et pour avancer. Et je pense que le monde infirmier, aujourd'hui, c'est un virage qu'il faut prendre. Effectivement, il faut changer un petit peu de braquet pour parler un petit peu cyclisme, et il faut utiliser ce qui existe, parce que ce n'est pas les décideurs, ce n'est pas les médecins, ce n'est pas l'OMS qui va faire ce qu'on a envie. Alors la classification, elle n'est pas ce qu'on aurait aimé, on est d'accord, pour faire de la clinique. L'idée, c'est de pouvoir intégrer cette classification pour voir sur les codes qui existent déjà, qu'est-ce qu'on peut en faire en termes d'infirmiers, et être force de proposition pour améliorer ces codes, pour en créer de nouveaux sur des révisions de cette classification, pour qu'il y ait le côté infirmier. Et ça, c'est fondamental. Je pense que ça ne vient pas en opposition avec ce qui existe, les projets de recherche à la fois locaux, nationaux, et l'évaluation prospective et de pilotage de l'activité et de la qualité des soins dans les hôpitaux. Ça vient en complément pour soutenir ce genre de projet, pour être en complément et surtout avoir des leviers en termes de leadership et taper à la bonne porte, tout simplement. On pourrait peut-être, on avait envisagé se faire un comité international de des gens issus de la recherche ou d'ailleurs pour qu'on se comprenne là-dessus, pour pas qu'il ne s'installe un quiproquo. Le point de M. Januel, c'est que du pilotage de la qualité, ça peut se déployer sous différents angles. Là, on essaie de se situer simplement au niveau de l'allocation des ressources macro. Tout à fait. Mais le point, c'est juste que ce qu'on comprenne, ce n'est pas un ou l'autre, c'est un et l'autre. Oui. Au niveau macroscopique, on peut utiliser, que ce soit la classification internationale de la ICNP qu'on appelle, qui est intégrée à la SNOMED, et la ICNP, il y a d'autres classifications par des liens. Là, je ne veux pas rentrer dans les détails techniques, mais moi, je suis d'accord qu'au niveau macroscopique, on s'inscrive, qu'on fasse les travaux pour aller vers la CIM. Mais si le message qui était perçu et pas nécessairement envoyé, c'était de dire « Non, c'est plus ça, là, oubliez ça », on risque d'attendre plusieurs années avant que les travaux de la CIM, là, au niveau de ce qu'on veut faire en soins infirmiers, soient matures. Alors, je voulais éviter justement un quiproquo là-dessus. On va clarifier ça. Merci. On va le clarifier. Juste peut-être pour rajouter un point qui me semble important, le fait d'aller vers la CIM et d'utiliser quelque chose qui existe et quel levier de tout le monde, ça ne veut pas dire repartir sur des modèles qu'on a l'habitude, c'est-à-dire travailler entre infirmiers. La CIM, ça veut dire aller vers les autres. Donc c'est vrai que si on développe un projet, si on a un comité au niveau du CDF qui se crée pour travailler sur la CIM, pour voir comment on peut impacter en termes d'infirmiers sur la CIM, il faut que ça se fasse avec les autres professions de santé. Si on fait ça tout seul de notre côté, ça court à l'échec.
Donc, il faut être dans le cadre de ce qui se fait avec les autres professions de santé, puisque c'est un langage qui a vocation à être commun. C'est l'exemple des escarres de décubitus. Vous me l'avez donné. L'escarre de décubitus, c'est un fait, c'est une incidence là, sur laquelle on peut travailler. Bon, mais écoutez, je ne veux pas qu'on aille trop dans le détail. On est conscient qu'il y a un petit corridor étroit parce qu'il y a 30 ans de travail infirmier sur les diagnostics infirmiers, les NIC, les NOC, les ceci, les cela. Mais on a vraiment essayé, et on doit se faire un plan de travail, disons, peut-être pas subtil, mais adapté, et faire en sorte que... Mais si vous lisez le mémoire, ça découle, peut-être la réflexion apparaît mieux, à savoir que les décideurs nationaux prennent des mesures de volume à partir de la CIM et font l'allocation des ressources à partir de la CIM. Et si la CIM... Bien, pas si. La CIM code déjà des indicateurs ou des données qui sont probantes pour nous. C'est à nous de travailler avec eux pour pouvoir en tirer un certain mérite. Mais là, une fois qu'on a dit ça, comment on va le faire? À quel rythme on va le faire? Est-ce qu'on doit partir des projets pilotes, un peu comme, pas pilotes, mais des projets, des projets de démarrage, comme Mme McVie l'a suggéré ce matin, etc., etc. Là, le plan de match reste à faire. Là, c'est comme le début, le mémoire, ce n'est pas l'aboutissement final. Et concernant la préoccupation de Luc Mathieu, on va devoir rencontrer et des représentants de l'OMS et du Conseil international des infirmières. Il faut se faire un plan de travail. Oui, le numéro 4, Madame Rima, j'ai oublié votre second nom, Sassim, doyenne de la faculté de l'Université Saint-Joseph à Beyrouth. Merci, bonjour. Moi, je voulais vous remercier au niveau des livres que le CDF a déjà publiés, que ce soit le premier livre sur la formation, pour vous montrer combien ça a été important dans le contexte libanais. La formation en sciences infirmières au Liban se fait que ce soit dans le milieu universitaire et technique. Et ce documentaire-là, il a été vraiment un bon argumentateur parce qu'on a été avec ce document au ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur pour lui montrer l'importance que les sciences infirmières et la formation doivent se faire à l'université et il faut que les personnes qui sont au niveau technique, ils doivent aller plus loin et se former. Donc ça c'est de un. De deux, les documents que vous venez de sortir maintenant sur la discipline et sur les indicateurs de la qualité de soins, nous avons été des collaborateurs, on a participé à ces 2 livres. Et ceci, pour nous, était très important parce que ça nous a permis de rentrer en contact avec les autres pays, de savoir qu'est-ce qui se passe ailleurs. Et ça nous a vraiment donné de l'envergure et de savoir qu'on a les mêmes problèmes, la situation de la discipline, comment elle est maintenant dans le monde francophone. C'est bien, on a des articles, on peut s'y référer, mais ça, c'est plus rapide, je veux dire, dans le cadre du réseau francophone. Moi, je souhaite, dans les 3 ans à venir, peut-être aussi mettre le poids et montrer l'importance du leadership infirmier au niveau politique. Tout le temps, on a dit l'infirmière, elle est au niveau microsystème. Il faut montrer que l'infirmière aussi, avec son leadership, peut être au niveau macro et comment elle exerce son rôle à ce niveau-là et tout l'impact qu'il peut y avoir, surtout pour diminuer cette pénurie, que tout le monde en souffre et valoriser cette profession, que nous, on est là ici, on connaît la valeur, mais il faut, en dehors de cet espace, que tout le monde reconnaît cette profession à sa juste valeur et peut-être partager aussi des expériences réussies, comment on peut lutter contre cette pénurie et mettre de poids sur le recrutement et l'amélioration de cette formation. Voilà, merci. Merci, Madame Sassim. Concernant la question de la capacité d'agir au niveau macroscopique, une des recommandations du mémoire interpelle justement les universités ou les instances de formation que dans les programmes de formation, on peut pas tous devenir des experts épidémiologistes, mais dès la formation de base, d'acculturer nos infirmières à une capacité d'analyse critique par rapport, parce qu'on vit dans des systèmes, il faut en comprendre un peu, il faut en comprendre certains jeux de pouvoir, certains tenants et aboutissants. Alors, merci, Madame. Alors, micro, lequel?
Il nous reste quelques interventions brèves. Micro numéro 1, ensuite 2 et ensuite 3 est là-bas. Alors oui, micro numéro 1, Monsieur Dedamani Sanwogu du Togo. Je suis Dedamani Sanwogu du Togo. J'enseigne à la faculté des sciences de la santé au niveau du département infirmier. Et puis je travaille également au programme national de lutte contre la tuberculose. Je représente ici le réseau des enseignants des écoles d'infirmiers et de sages-femmes de l'Afrique de l'Ouest francophone. Alors je voulais souligner la pertinence et l'opportunité de ce document sur la qualité des soins à travers son caractère universel, mais aussi en le contextualisant à l'Afrique. Je crois qu'il est très opportun parce que quand on regarde les systèmes de santé en Afrique, le système d'information sanitaire est encore très embryonnaire dans beaucoup de pays et il est en construction. Alors je crois qu'au moment où le CIDIEF est en train d'agir au niveau macro, au niveau pays africain, le système d'information sanitaire étant en construction, je crois que c'est opportun pour nous les infirmiers au niveau pays et dans les différents aspects où on peut agir, de faire déjà prendre en compte les différents indicateurs qui sont répertoriés ici et qui sont sensibles aux soins infirmiers, de telle sorte qu'au niveau pays, lorsque c'est reconnu, ces indicateurs sont pris en compte pour des actions au niveau pays. Je crois que l'action au niveau macro également va être facilitée ensuite parce que chaque pays aura déjà été sensibilisé à l'utilisation de ces indicateurs pour la mesure de la qualité au niveau local. Merci. Voilà donc, pour les pays africains, ça arrive peut-être à temps, avant même que certaines statistiques soient disponibles. Micro numéro 2. Andréane Saucier, directrice des soins Centre universitaire Santé McGill. Je voulais juste d'abord vous remercier. Je pense que les travaux du CIDIEF ont toujours été très aidants pour des leviers au-delà de nos frontières. On est au Québec, on a vraiment la force du nom, mais aussi la force de toute la planète, en fait, comme vous dites. Mais une des recommandations dans la prise de position c'est pas une prise de position encore, mais dans le mémoire qui m'interpelle, c'est toujours la fameuse coût, la première, qui est le coût-efficacité, d'interpeller les États et d'arriver à faire, malgré qu'on a des études, malgré qu'on a des évidences que la profession ou certains rôles infirmiers ont une efficacité, on arrive difficilement à convaincre les politiciens, les États. Celle-là, elle est complexe à mon avis et je souhaite qu'on puisse peut-être la faire évoluer. Puis c'est peut-être un peu dans le leadership infirmier qu'on parlait tout à l'heure. Il y a des leviers parce qu'elle est complexe, celle-là, mais c'est celle-là qui fait souvent, qui dirige les politiques de soins et services puis qui nous amène vers des choses que peut-être on n'a pas trouvé le moyen de la traduire en langage politique ou je ne sais pas, il y a quelque chose Quand tu liras le mémoire, Andréane, justement, c'était un peu l'enjeu du mémoire. Quand on l'apprend toute seule, c'est que le mot efficacité réfère aux résultats de soins, incluant leur pertinence. Donc, quel est le ratio? Alors, la dépense en soins infirmiers versus les résultats, c'était pour nous aider à aboutir à avoir des statistiques probantes. C'est sûr que tu as raison, parce que d'ailleurs, la documentation internationale le dit, même l'OCDE le dit, aucun pays, ça n'existe pas un ratio coût-efficacité optimal. Et c'est sûr que c'est là la zone sensible, parce que l'aspect coût est le seul élément qui est souvent pris en compte, indépendamment de l'efficacité. On a essayé dans l'argumentaire, on a essayé d'appuyer sur toutes sortes de recherches internationales, mais comme tu dis, peut-être que ça reste perfectible. C'est ce que tu nous dis. Ça reste perfectible dans la façon de l'exprimer. Ou dans l'intégration des deux, parce qu'on a l'intention, ça donne l'impression des fois, j'ai lu le mémoire aussi, que le coût pour les gens, les politiciens, est séparé des résultats, tandis que c'est indissociable. Mais comment on arrive à traduire ce message-là? Mais peut-être que en le disant, ça nous aide, ça veut dire, parce qu'en fait, il y a tout un chapitre qui est sur les résultats de soins. Peut-être aurait fallu parler juste des résultats et se demander, tu comprends, mais on l'a fait de façon inductive, c'est-à-dire on a parlé des coûts pour arriver à l'efficacité, les résultats de soins, mais c'est vrai que c'est la zone la plus sensible. C'est une grande question. C'est une grande question, mais en même temps, on va devoir poursuivre la réflexion, comme tu le dis si bien, parce que les décideurs ne s'intéressent souvent qu'aux coûts, mais dans le moment, il y a une alerte internationale sur les événements indésirables. Alors, si un établissement, un État, une province, un territoire a des événements indésirables, je ne sais pas, les pires de la planète,
il sera comment dirais-je, c'est pour ça l'importance de la comparabilité. Ça nous a amené vers ça, pour essayer de se sortir de la boîte noire ou des coupures aveugles. Mais oui, c'est pas si facile d'en parler. 2 dernières interventions. Odette Doyon, micro numéro 3. Bonjour. Merci beaucoup pour ce mémoire. C'est un commentaire. Je crois que c'est important que maintenant les infirmières participent à la mesure des indicateurs de soins sur lesquels elles ont un certain contrôle, un certain effet. Parce que quand nous, on ne mesure pas nous-mêmes, parfois nous sommes mesurés par d'autres et ce n'est pas toujours à notre avantage. Alors, de pouvoir être impliqué à l'intérieur de la mesure de ces indicateurs de soins-là, probablement donne à l'infirmière et aux soins infirmiers un certain pouvoir de décision. L'autre élément, c'est que j'y vois particulièrement un lien magnifique à faire ensuite, dans un deuxième temps, avec les solutions. Parce qu'on sait, la littérature est très riche de plusieurs recherches infirmières sur les plaies, sur les chutes, sur tout ce que vous voulez, mais il y a comme l'absence d'un espace pour discuter de ça avec d'autres professionnels. Hein. C'est toujours comme si la littérature en sciences infirmières était concentrée. Je me rappelle d'un cours au doctorat où certains médecins se préoccupaient du lavage de mains à l'hôpital, et quand on leur a dit, on était 3 infirmières dans ce cours-là, quand on leur a dit qu'il y avait à peu près 12 012 recherches infirmières sur le lavage des mains, personne n'avait jamais osé regarder des banques de données infirmières. Alors, il y a là, à mon avis, une opportunité magnifique de pouvoir faire en sorte, après, de pouvoir réactiver énormément de bonnes recherches en sciences infirmières qui vont pouvoir contribuer au vu et à la face de tout le monde à la solution. Alors, merci beaucoup. Je vais prendre une dernière intervention. Et je sais qu'on va tous rester un peu sur notre appétit. Je vais prendre l'intervention Miguel Lardenois de Belgique, parce que on nous demande de quitter la salle. Donc, le 2 heures d'Assemblée générale va être terminé. Mais vas-y, Miguel, et puis on va se souhaiter bonne chance après pour la suite des choses. Allez. Alors, puisqu'on est dans les propositions de plan d'action triennal 2016-2019, vous avez entendu plusieurs fois aujourd'hui que pour mesurer si on faisait bien notre travail, enfin pour savoir si on faisait bien notre travail, il fallait le mesurer. Et donc l'Association belge des praticiens de l'art infirmier propose au CIDIEF comme objectif pour 2019 d'évaluer l'atteinte de toutes les prises de position prises jusque-là. Ça veut dire qu'on a pris une position en 2012 sur l'universitarisation de la formation infirmière, et bien présentée aux membres en 2018-2019. Dans quel pays ça a évolué suite à cette prise de position, par exemple. Donc pour chaque prise de position, il y a des actions qui sont prévues. Est-ce qu'on a mené des actions? Est-ce que ça a atteint un objectif? Et finalement, est-ce que ça a servi de prendre ces prises de position? Merci beaucoup, Miguel. Alors, il demeure que je t'entends et je sais qu'en saine gouvernance, on doit mesurer le résultat de ce qu'on propose. Par ailleurs, le CIDIEF, vous le savez, c'est 4 personnes. Hein? Alors, on pourra peut-être le faire, on verra en conseil d'administration, mais on essaie surtout de vous proposer au niveau local, national, des pistes d'action qui peuvent être parfois difficiles pour nous de mesurer après coup. Mais je rebondirai sur sa suggestion. Tout ce que vous ferez en rapport de la qualité ou de la sécurité des soins, si vous voulez nous informer, nous tenir informés, ça pourra créer une synergie et on pourra faire circuler l'information par notre vigie média. Donc, tenez-nous informés parce que l'information, c'est stratégique et on va se faire un plan d'action plus structuré pour la suite des choses. Alors, écoutez, on n'avait que 2 heures d'échange. C'est simplement... n'hésitez pas à communiquer avec nous et je vous remercie beaucoup pour votre attention et j'espère que vous allez continuer à profiter du congrès qui vous est offert. Merci beaucoup. Alors, pour rappel, il faut quitter la salle pour être scanné de nouveau pour les unités de formation continue. Merci. Mais ils ne sont pas obligés.